Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette série. Cette fois, ce sera un petit format de 3 épisodes qui concerne un phénomène grandissant et qui implique les musulmans de France et toute la francophonie. Et c'est un phénomène qui a fait son apparition il y a déjà quelques années et qui, dorénavant, mérite toute attention étant donné l'ampleur du fléau et les enjeux qu'il y a derrière. Et comme le titre l'indique, c'est une enquête parfaitement objective avec un édito et des commentaires qui, eux, sont parfois subjectifs. Alors, ce phénomène est le mouvement du pseudo-madhabisme, du ash'arisme et du soufisme. C'est une composition qui indique un seul et même mouvement et à travers 3 épisodes, on aura le temps de définir et d'expliquer un peu tout ça. Le plan est tout simple, chaque partie est un épisode. La première partie, qui est cet épisode, traitera le parcours de Khalilou Sila. Qui est-il? Quelle est sa formation? Et quelle est sa relation avec ce mouvement? Mais aussi la relation qu'entretient ce mouvement avec le pouvoir en général, que ce soit en France ou dans les pays arabo-musulmans. La deuxième partie traitera le sujet du pseudo-madhabisme, du ash'arisme et du soufisme. Et on parle ici de pseudo-madhabisme pour le différencier du madhabisme normal, qui est le fait de suivre les 4 écoles juridiques. La troisième partie, elle, s'intitulera aux sources d'un mouvement mondial et où on va remonter le courant français pour joindre le mouvement mondial avec qui il partage tant de points communs, qui lui est beaucoup plus connu dans le monde arabo-musulman et qui a déjà fait l'objet d'études et d'observations depuis bien longtemps. Et le constat est consternant, ce mouvement qui a des caractéristiques assez dangereuses va très souvent servir des agendas politiques précis et de couverture religieuse, rita shara'i, aux tyrans à travers le monde, des États-Unis à la Russie et du Maroc à la Syrie, en passant par l'Égypte, mais aussi la France. Sachant que dans toutes nos analyses, lorsqu'on parle d'un pays, on sous-entend les gouvernements et non les populations. Le tout sera accompagné d'énormément de preuves, de liens, de livres, de recherches, d'articles, d'interviews, de vidéos, de photos en description de la vidéo ici-bas. Et justement, avant de commencer, on aimerait préciser que ce travail est un travail d'enquête à la recherche d'al-haq, la vérité, et que la vérité est toujours plus chère et plus importante que les individus, et notamment ceux qu'on va citer dans les épisodes. Elle est d'ailleurs plus chère que nous-mêmes, que nos familles, nos imams, nos prédicateurs, nos chouyours qu'on a toujours suivis. Elle est plus chère aussi que nos parents, nos gouvernements, nos pays d'origine, etc. Et cela même quand c'est difficile à accepter ou à dire, la vérité doit quand même surgir, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à un compagnon, dis la vérité même si elle est amère. Alors pour commencer, on a choisi Khalilou Sila comme prototype de ce courant à niveau francophone. Et ce personnage est devenu l'imam de la grande mosquée de Strasbourg depuis peu et c'est un exemple très parlant et c'est à travers lui qu'on va remonter le courant pour comprendre petit à petit les rouages du mécanisme. Khalilou Sila est un Parisien d'origine malienne. Il y a environ une année, il a été nommé à 25 ans l'imam de la toute nouvelle grande mosquée de Strasbourg. Il est diplômé, nous dit-on, en théologie musulmane du Nouvel Institut Mohamed VI au Maroc. Pourquoi cet institut et pourquoi le Maroc? Eh bien, c'est tout le sujet de l'épisode et c'est ce qu'on va essayer de comprendre selon les versions officielles, les médias et ce que l'imam dit lui-même. Alors, officiellement, il est dit que l'UMF, l'Union des mosquées de France, est l'organisme qui s'est chargé d'envoyer il y a quelques années Khalilou Sila et toute une équipe de France étudier dans l'Institut Mohamed VI. Et parmi les imams et les youtubeurs les plus connus qui ont été envoyés et formés là-bas, il y a Ismail Al-Rubaisi, Mohamed Nadir, qui sont assez connus dans le milieu et qui ont été des camarades à l'Institut avec Khalilou Sila. Il y en a d'autres aussi comme Morgan Gallet qui est plus actif dans la région de Hauts-de-France. Et l'UMF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation qui a sous son aile 700 mosquées en France. Elle est d'obédience marocaine, c'est-à-dire qu'elle représente directement le roi et ses institutions en France. Donc Khalilou Sila avait cette chance, nous dit-on, de partir à 19 ans dans une promotion de 30 étudiants français choisis pour aller étudier à l'Institut de Mohamed VI à Rabat, qui est par ailleurs rattaché à l'Université Al-Qarawiyyin de Fès avec un programme bien différent. Et le tout est sous l'administration du ministère des Affaires religieuses du Maroc, Wazarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyya. Donc l'UMF, l'Institut et le roi du Maroc, tout ça c'est un ensemble d'une seule et même vision et ligne de conduite. Et Khalilou Sila le dit lui-même à propos de l'UMF et de l'Institut qu'ils ont les mêmes références religieuses. En continuant les recherches sur Khalilou Sila, et c'est là où ça devient intéressant, il dit aussi dans une interview que des liens existent avec le gouvernement français, c'est-à-dire avec l'UMF, le Maroc et l'Institut. Alors,
Justement, ça tombe bien qu'il exprime lui-même, ça nous permet de faire un pas de plus dans cette enquête parce qu'on trouve aussi pas mal d'éléments inquiétants qui confirment la version de Khalilou Silla. Et pour cela, on a besoin de présenter tout d'abord l'Institut Mohamed VI dans lequel il a été formé, les raisons et les circonstances de l'inauguration de cet institut pour arriver finalement à comprendre pourquoi il a été envoyé là-bas et pas ailleurs, lui et les autres jeunes de France. Alors, officiellement, l'Institut Mohamed VI de formation des imams Morshidin et Morshidat a été inauguré par le roi en personne le 27 mars 2015. 3 mois plus tard, il a été rattaché à l'université Al-Qarawiyyin sous l'autorité du ministère religieux, des Habous et des affaires islamiques. C'est un complexe qui est tout neuf, moderne, équipé et où les étudiants bénéficient d'une pension complète, nourris, logés et reçoivent même une bourse mensuelle ainsi qu'un billet d'avion aller-retour Maroc-France par cycle de formation. Les raisons de sa création sont simples. On nous dit officiellement qu'il y a eu une prise de conscience depuis les attentats des années 2000 et où le Maroc avait décidé de réformer sa politique religieuse pour propager une pensée qui viendrait contrecarrer toute vision extrémiste. Action-réaction, c'est un classique et étant donné que c'est un institut qui est né d'une réaction, forcément, il y a une vision derrière et un programme pédagogique particulier. Alors, sur les sites web de l'Institut et du ministère ainsi que dans les discours officiels, on trouve énormément d'éléments qui méritent toute attention et qu'on ne pourra pas voir au peigne fin. Mais tout de même, il y a quelques éléments qui nous permettent de comprendre cette direction prise par le régime marocain qu'il propage dans ses institutions religieuses, dont ce fameux institut. Pour commencer, à propos de l'Institut, ici sur le site de l'UMF, on nous fournit un document officiel du ministère des Affaires religieuses en langue française, donc une traduction native du ministère lui-même, intitulé « Présentation générale de la formation des imams français ». Et comme d'habitude, on vous laisse le lien ici-bas. Et dans ce document, on présente l'Institut, le bâtiment, le programme, les missions, le contenu de la formation, la procédure d'inscription, etc. On nous dit précisément que le roi a donné son accord pour que l'Institut puisse former en plus des imams Morshidin et Morshidat marocains, des imams étrangers venus des pays africains, européens et autres, notamment le Mali, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la France via l'Union des mosquées de France, UMF. Ensuite, on nous dit aussi que la formation des imams français s'inscrit dans le cadre de la déclaration commune portant sur la coopération franco-marocaine en matière de formation des cadres religieux signée le 19 septembre 2015 à Tanger en présence des 2 chefs d'État. Voilà, on nous informe explicitement qu'il y a un accord entre la France et le régime marocain pour cette formation des imams signé par Mohamed VI et François Hollande. C'est donc officiel et plusieurs sources l'affirment. On dit ensuite que les étudiants étrangers sont contingentés selon leur nationalité et reçoivent une formation suivant un programme mis au point en coordination avec leur pays d'origine. Et ici, on voit clairement que la France a mis sa main sur le programme pédagogique et pour elle, c'est tout à fait compréhensible qu'elle le fasse, qu'elle l'impose et qu'elle attende un retour sur investissement, sinon l'accord n'aurait pas lieu d'être. Et voici sur l'écran le programme officiel qu'on enseigne à l'Institut. On a par exemple aux côtés de la théologie musulmane des matières comme l'histoire de la France, institutions françaises et droits de l'homme, héritage hébraïque, sciences des religions, géo, philosophie, sociologie, etc., etc. Et entre les matières théoriques et pratiques, on les a comptées, il y a plus de matières profanes qui n'ont rien à voir avec les sciences islamiques, 15, que les matières en relation avec l'islam, 14. Et ça, c'est la maquette du cursus et on peut dire que la raison officielle à cette intervention, c'est que les politiques français ont toujours dénoncé le fait que les imams soient déconnectés du contexte français et qu'ils n'assimilent pas les valeurs françaises comme la laïcité et autres. Et c'est pour ça que cet accord et ce programme sont venus encadrer les imams et les conditionner à la vision française de l'imam parfait. Quant à nous, on constate objectivement une nouvelle ère d'ingérence dans le culte musulman où on a largement dépassé l'époque où on dictait aux imams ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas, ce qui touche certes à la liberté de culte, au point d'aller dorénavant aux sources de la formation de la science islamique et d'imposer un programme 50-50 qui vient conditionner mais aussi affaiblir le niveau de formation des étudiants qui sont censés revenir prêcher en tant qu'imam à la mosquée, répondant à un besoin religieux et non en tant que des fonctionnaires d'État. Ensuite, lorsqu'on va voir ce qu'ils appellent le cycle de conférences thématiques, qui est un 3e pilier dans le cursus, c'est là que se dessinent de plus en plus les ambitions du royaume et de l'Institut. Et sur le document, on nous donne quelques éléments à titre indicatif, le salafisme, le terrorisme, concept de la bid'a, innovation, concept de l'ijtihad, effort d'interprétation des textes.
Et ici, on ne nous dit pas tout, contrairement aux matières théoriques et pratiques, mais on indique simplement que les étudiants sont sensibilisés à ces questions et on leur inculque la bonne vision du régime marocain pour contrecarrer le salafisme, fournir une définition particulière de la bid'a, de l'ijtihad et du terrorisme. Et il est toujours utile de préciser que l'Observatoire est de nature contre toute forme d'extrémisme, quelle qu'elle soit, et que nos travaux, nos analyses sont utiles à tout le monde, et notamment ceux qui sont sensibilisés par les questions de justice, de droits humains et d'indépendance de la Oumma musulmane. Ensuite, on a plus de détails sur le site de l'Institut Mohamed VI où on trouve une interview de son directeur Abdeslam Lazhar qui dit beaucoup de choses et notamment il confirme que la France a mis sa main sur le programme d'études et ajoute que parmi les objectifs principaux de la formation aussi, l'uniformisation du discours religieux, Tawhid al-Khitab ad-Dini. Et ici, le but, ce serait qu'il y ait un seul courant, une seule vision qui est celle du régime marocain. Et là, ça s'éclaircit un peu plus et pour y arriver, le directeur nous dit que tous les professeurs de la formation œuvrent à corriger des grandes idées islamiques comme le djihad, l'ordonnance du bien et la condamnation du blâmable, l'alliance et le désaveu, al-wala wal-bara et autres. On a donc ici déjà un peu plus de détails sur ce qu'on enseigne dans l'Institut ainsi que ses objectifs et il apparaît qu'une vision claire et bien précise de ces grands sujets sont enseignés. Une vision qui certainement ne va jamais aller à l'encontre du régime marocain et français puisqu'ils sont tout simplement les initiateurs de l'Institut et du programme. Voyons maintenant ce que dit la presse. Alors, selon le journal Le Monde Afrique, l'Institut Mohamed VI a pour objectif d'enseigner aux nouvelles générations d'imams et de mourchidines prédicatrices les valeurs de l'islam du juste milieu en vue de prémunir le Maroc contre les velléités de l'extrémisme, une volonté de préserver la sécurité spirituelle du Maroc qui trouve des prolongements en Afrique subsaharienne, d'où est originaire la majorité des inscrits, ainsi qu'en France. Il est dit aussi que la stratégie vise à lutter contre la doctrine wahhabite prônée par l'Arabie saoudite à laquelle s'est abreuvé le salafisme djihadiste. Et là, le journal le dit clairement de source officielle que c'est toute as-salafiyya qu'ils appellent le wahhabisme qui est finalement combattu avec cette stratégie. On l'avait compris, les documents et discours officiels du régime marocain ne peuvent attaquer le wahhabisme directement en public, étant donné leurs relations avec l'Arabie saoudite, le Koweït et autres pays du Golfe qui sont basés sur ad-da'wa salafiyya, la prédication salafi, renouvelée par l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab au XVIIIe siècle et que ces pays en réalité ne pratiquent pas. Eh bien, le régime marocain, depuis les attentats de 2003 et 2011, s'est mis comme objectif de lutter contre toute as-salafiyya aveuglément, sans faire de distinction, pensant qu'elle est à l'origine de l'extrémisme. Et ça, entre parenthèses, on le démystifiera dans le prochain épisode. Tout comme on va démystifier aujourd'hui que ce qui dérange véritablement le roi, ce n'est pas le wahhabisme en lui-même, mais c'est toute opposition à son règne et sa politique injuste. Et on verra qu'il y a des mouvements et des opposants qui n'ont rien à voir avec le wahhabisme, qui croupissent en prison ou qui subissent toutes sortes de répressions simplement pour avoir réclamé plus de justice dans le pays. Voilà pour la partie enquête où l'on a présenté des faits et on vous laisse pas mal de documentation en description qui aide à assembler toutes les pièces du puzzle. Et maintenant, revenons à Khalilou Silla qui, une fois sa formation terminée, devient quelque temps plus tard l'imam de la grande mosquée de Strasbourg et aujourd'hui, il jouit d'une notoriété extraordinaire. Il officie en tant qu'imam, il enseigne, il organise des séminaires et invite aussi ses anciens camarades de l'Institut pour des séminaires. Après tout, il était aussi prévu dans cet accord entre la France et le régime marocain que l'étape suivante était que des instituts de formation devraient surgir sur le sol français. Et donc Khalilou Silla communique énormément sur les réseaux sociaux, partage tout ce qui rentre dans sa pensée et notamment il dirige tout azimut les fidèles et les followers vers le soufisme et le ash'arisme mais subtilement aussi vers l'obéissance au gouverneur et au système. Tout en exprimant de temps à autre un post dénonçant l'islamophobie mais sans vraiment se mouiller et toujours dans une marge qui est de toute façon tolérée par l'État et le système en général. Concernant les enjeux politiques et les jeux d'influence, Khalilou Silla est parfaitement conscient et même convaincu par la stratégie française et celle du régime marocain. Il va jusqu'à affirmer lui-même dans un article publié par Rachel Binas, une des plus grandes journalistes islamophobes de France, qui par ailleurs fait l'éloge de cet institut. L'Institut Mohamed VI est un moyen pour le Maroc de promouvoir un islam traditionnel et modéré qui revient à l'islam des 4 écoles du sunnisme. Le pays cherche ainsi à contrer le salafisme et le wahhabisme. Donc ce seraient ses propres paroles et le jeune imam a tout l'air d'être convaincu d'être un outil actif de cette politique marocaine.
Ça, c'est concernant la stratégie marocaine. Et concernant la France, Khalilou Silla est de plus en plus présent dans la sphère politico-religieuse et des cercles d'influence. Il enchaîne ainsi les rencontres, les meetings avec des officiels de partout, ce qui est assez inhabituel pour un imam se réclamant du traditionnalisme. Mais après tout, Khalilou Silla ne sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a déjà eu avant ses études au Maroc pas mal d'engagement en France et un carnet d'adresses exceptionnel. Au lycée, il avait déjà présidé la FML, la Fédération des maisons des lycéens. Il est aussi passé par l'Union nationale lycéenne, le Conseil régional des jeunes de l'Île-de-France et son profil de base a sûrement joué en sa faveur, outre le fait qu'il ait étudié l'administration économique et sociale en France avant son départ. En plus de l'UMF et de toute la sphère politico-religieuse auquel il a accès, il a sans aucun doute un carnet d'adresses digne d'un ministre. Donc rien ne serait au hasard s'il est imam à la Grande Mosquée de Strasbourg. À ce niveau, on arrive généralement à bon port qu'avec un réseau qui vous propulse ou qui vous parachute. Et d'ailleurs, du haut de ses 25 ans, Khalilou Silla fait partie du FORIF, Forum de l'Islam de France, cette nouvelle institution fondée par Macron et Darmanin pour organiser ce qu'ils appellent l'Islam de France. Et Khalilou a participé à la première édition du FORIF en février 2022 aux côtés de Gérald Darmanin, Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, Shamsuddin Hafr, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Tariq Obrou de Bordeaux et le sulfureux Hakim Al-Qaroui, l'architecte du nouvel Islam de France et plein d'autres personnalités pour parler des grandes questions qui concernent la communauté et notamment la formation et le statut des imams de France qui fait partie des sujets que le FORIF va traiter à long terme. Et Khalilou Silla, en plus de sa présence dans ce cercle d'ignominie, il a défendu l'interventionnisme étatique français dans le culte musulman en disant « Nous gardons l'espoir que des prises d'initiative d'acteurs musulmans se fassent et profitent de ce déclic de l'État. » Donc voilà, il approuve ce déclic de Gérald Darmanin qui, à travers le FORIF, va encore une fois mettre les musulmans de France sous tutelle, soi-disant pour organiser le culte, alors que les juifs, les bouddhistes, les hindous par exemple, eux, personne n'intervient dans leur culte et leur institution. Et ajoutons à cela que ça tombait pile à l'heure où Darmanin avait fermé plus de 700 mosquées et écoles musulmanes injustement et où l'islamophobie d'État a atteint un niveau sans précédent. Et l'imam Khalilou, parmi d'autres, ne va pas seulement se taire face à ces injustices que ses frères de France subissent, ce qui est déjà une complicité en soi, mais en plus, il va jusqu'à approuver ce nouveau déclic de Darmanin qui ne fera qu'augmenter l'emprise de l'État sur les musulmans. Donc si un imam n'a pas compris le b.a.-ba de la fraternité islamique, les notions de justice et d'injustice et autres bases de la religion musulmane, on se demande qu'est-ce qu'il a compris et qu'est-ce qu'il a à nous enseigner en tant qu'imam. De plus, un État laïque qui intervient dans un culte religieux, c'est quand même le comble. Mais soit, ce n'est pas étonnant, tout le monde le sait, on assiste aujourd'hui à une guerre totale contre l'islam. C'est une religion qui n'a pas capitulé, qui dérange toujours le système mondial en s'accrochant fermement à ses fondements, contrairement à d'autres religions et idéologies qui ont abdiqué. Eh bien, il n'y a rien d'étonnant dans le fait que les gouvernements de partout cherchent à étouffer cette lumière, notamment en créant un faux islam qui viendrait accompagner le système mondial au lieu de lui faire barrage et de proposer une alternative mondiale, ce que propose l'islam par sa nature. Et ça, c'est quasiment partout, pas qu'en France, et même dans les pays arabo-musulmans, les gouverneurs aspirent toujours à faire émerger un islam servile en mettant en avant les chouyours qui vont dans leur sens et en emprisonnant les autres. Et donc, c'est un islam qui n'a rien à voir avec celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une lumière face à l'obscurité des tribus, des empires et du système mondial plus en général. Et d'ailleurs, lui aussi, sallallahu alayhi wa sallam, on avait essayé de le corrompre à la Mecque et de l'intégrer dans le système de la tribu Quraysh en lui proposant des richesses et en lui demandant de faire seulement quelques concessions tout en restant prophète, ce qu'il a évidemment refusé sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment pas nouveau qu'on veuille mettre en avant une fausse version de l'islam qui est non authentique et qui est servile, parce que l'islam authentique, l'islam normal, lui, il gêne intrinsèquement tous les systèmes établis sur le polythéisme, le shirk et l'injustice. C'est donc un classique et un constat historique. Et à niveau français, on peut affirmer que l'État a déjà une grande expérience en matière. C'est depuis l'époque de Napoléon et des colonisations déjà que l'État choisit, manipule et met en avant des représentants religieux musulmans selon ses intérêts. Et à l'inverse, il exclut, expulse ou diabolise ceux qui ne vont pas dans le sens désiré. Et pendant des siècles, cette méthode a permis à l'État français de contrôler les musulmans et les priver d'indépendance. Et sans la manipulation des chouyours et savants corrompus, la colonisation n'aurait jamais duré aussi longtemps, puisque les populations écoutent les savants et les chouyours. Et si les chouyours collaborent, eh bien les populations suivent et sont perdues.
Et on se rappelle des Beni Oui au Maghreb où on avait complètement soumis un nombre incalculable de chouyours, de juges, de qoudat et autres imams à la colonisation française qui d'ailleurs étaient tous de cette mouvance pseudo-madhabi soufi qui après l'indépendance avaient payé le prix de leur trahison. Donc aujourd'hui, c'est toujours pareil en matière de contrôle des musulmans, des leaders et mouvements qui dérangent. Les États coopèrent et cherchent des solutions globales avec évidemment des méthodes qui changent et qui s'adaptent à l'ère du temps et au contexte de la mondialisation. Et justement, pour revenir à la coopération franco-marocaine signée le 19 septembre 2015 en matière de formation des imams, la France a trouvé dans ce modèle marocain une opportunité au nord qu'elle a saisie immédiatement. Donc cette même France qui est un État laïque, censé ne pas se mêler des cultes religieux, mais qui ferme tout de même des mosquées, des écoles, limoge ou expulse des imams, intervient toujours contre les musulmans, même dans l'aspect vestimentaire des femmes, s'intéresse soudainement à l'importation des imams formés au Maroc au point de signer des accords officiels. C'est quand même révélateur. Et c'est pour cela qu'il est tout à fait légitime de se demander qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes étudiants partis là-bas pour que ça intéresse tant cette France-là. Et il est triste de constater qu'il n'y a pas seulement la France qui s'y intéresse, mais aussi les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, qui sont très curieux par ce qui se passe dans l'Institut. Et on voit en éclaireur des délégations officielles, comme vous pouvez constater sur le site de l'Institut. Et c'est même la commissaire européenne aux affaires intérieures, un poste lié à la sécurité, Ylva Johansson, qui va visiter en personne l'Institut en 2020, dans une visite officielle au Maroc. C'est très étrange et en même temps, ça ne l'est pas, puisque ça fait partie de la construction d'un pseudo-islam docile et conforme à l'ordre mondial qu'on verra plus en détail dans le 3e épisode. Et aujourd'hui, à travers la formation des imams, le régime marocain s'inscrit dans une optique d'exportation de sa vision de l'islam à l'international et concocte pour chaque pays commanditaire un programme d'études spécial à ce dernier. Et dorénavant, cet institut exporte des imams au Sénégal, au Mali, au Nigeria, au Gabon, au Tchad, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, en Gambie et étrangement en Tunisie. Et on nous dit aussi que bientôt, l'institut accueillera des étudiants du Niger et de Thaïlande sur la base d'accords bilatéraux. C'est quelque chose d'énorme et cette stratégie va avoir un impact très négatif sur la da'wa, la prédication dans la région et dans le monde. Et concernant le régime marocain, on trouvait ça intéressant de constater qu'il était préoccupé par l'islam du juste milieu qu'il tient tant à propager au Maroc et dans le monde. Et on voulait justement le confronter à lui-même et voir jusqu'où tient-il à l'application des préceptes islamiques pour comprendre ensuite ses réelles motivations. À commencer par le commencement, chaque État musulman est jugé en fonction de son application de la législation musulmane. Et au Maroc, la constitution de l'État stipule dans l'article 1 et surtout dans l'article 3 que l'islam est la religion d'État. Or, on ne va pas regarder en détail toute la constitution et le droit marocain, mais une chose est sûre, c'est que le droit marocain comporte énormément de lois non conformes à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette dernière n'est appliquée que partiellement et sporadiquement. Et d'ailleurs, c'est pareil pour quasiment tous les pays musulmans. Ensuite, on constate que la politique du régime marocain s'engouffre depuis des décennies dans une politique de plus en plus laïque, libérale et anti-musulmane. Et ça, c'est très inquiétant. Et le roi en personne donne carte blanche aux partis politiques sécularistes, les Almaniyin, qui luttent pour des valeurs anti-musulmanes et anti-conservatrices en élaborant sans cesse des lois au Parlement pour laïciser petit à petit l'État marocain. Et ces partis sont en étroite liaison avec la France et l'Occident. Et eux ne sont pas du tout dérangés, au contraire, ils ont le Parlement, la société civile, les médias et n'inquiètent pas du tout le roi Mohamed VI et tout le Makhzen et les savants du palais. Et personne ne les accuse d'être issus d'une idéologie étrangère, alors que c'est le cas, et de déstabiliser la sécurité spirituelle du Maroc, contrairement à Salafiyya, qui elle dérange apparemment plus que les laïcs qui n'ont rien à faire de la religion musulmane. C'est quand même extraordinaire et c'est à se demander comment enseigne-t-on al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, dans les instituts du royaume, comme on a pu voir tout à l'heure. Ensuite, les contradictions sont interminables. À l'heure où on donne feu vert aux partis laïcs, au Maroc, on enferme actuellement des milliers de prisonniers qui, la plupart, réclament leur innocence et certains n'ont même aucun chef d'accusation et meurent parfois en prison dans des conditions déplorables. Et c'est le cas de savants, chouyours, prédicateurs et imams qui ont juste par exemple pris position à un moment donné et dit la vérité sur un tel ou tel événement, mais aussi des militants pour la justice comme Nasr Zefzafi qui est emprisonné depuis 2017 simplement pour avoir réclamé plus d'équité et de justice dans les zones rurales. Et il y a tellement de choses à dire encore et on pense à Ceuta et Melilla
qui sont deux enclaves à l'intérieur du territoire marocain, qui sont toujours colonisées et occupées par l'Espagne. Et on ne parle même pas des îles comme les Canaries et autres. Donc pour un commandant des croyants, Amir al-Mu'minin, et c'est le titre que porte le roi, c'est assez abracadabrant parce que nous, les commandants des croyants qu'on connaît à travers l'histoire, eux, ils étaient prêts à déployer une armée pour une seule personne qui a subi l'agression d'un tiers État, une armée si grande que le premier soldat serait déjà arrivé sur le lieu d'injustice alors que le dernier ne serait même pas encore parti de chez lui. Donc on voit combien l'islam n'est pas si cher au roi comme il prétend et c'est pas ce qui l'intéresse vraiment. Ce qui nous laisse par conséquent le droit de douter de ses intentions concernant la volonté de soi-disant protéger le royaume du wahhabisme, de Salafiyya, pour promouvoir l'islam traditionnel du Maroc alors que ce même islam n'est même pas appliqué sur place. Et d'autres preuves existent et notamment le cas de Nasr Zabzafi et d'autres qui n'ont rien à voir avec la Salafiyya mais qui sont juste des militants pour plus de justice dans le pays. Et on pense aussi au mouvement de Jama'at al-Adl wal-Ihsan, le mouvement de la justice et de la bienfaisance fondé par le Cheikh Abdeslam Yassine rahimahullah qui est décédé en 2012 et c'est un mouvement de da'wah, de prédication qui s'occupe du côté spirituel avec une influence soufie sans délaisser les autres aspects de l'islam comme la politique et les revendications légitimes pour plus de justice au Maroc et d'application de la législation musulmane. Et le mouvement n'a rien de wahhabite au sens venu d'Arabie Saoudite étant donné que le cheikh est un pur produit de l'intérieur et il avait même commencé son parcours dans une tariqa soufie avant d'en sortir lorsqu'il a constaté les égarements et aussi la déconnexion avec le monde réel et le pouvoir. Et en plus, le mouvement est depuis le départ complètement pacifique, sans aucune ambiguïté. Et malgré ça, c'est un mouvement qui est toujours interdit au Maroc et à travers eux encore, il apparaît que l'objectif du gouvernement marocain n'est pas du tout de préserver la religion musulmane ou le Maroc du salafisme, mais de préserver simplement le roi contre toute opposition qui viendrait perturber son trône. Et pour cela, il a besoin d'une couverture religieuse, Rita Shar'i, que représente ce mouvement du pseudo-madhabisme avec la complicité des chouyours du palais. Et pour l'anecdote, le Cheikh Abdeslam Yassine, rahimahullah, qui s'était opposé au roi avec sagesse tout de même, était passé par la case prison et on l'avait même enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et à un moment donné, on lui avait demandé de faire simplement une photo avec le roi pour l'amadouer, le tirer petit à petit vers le pouvoir et qui cesse à long terme d'être un opposant parce qu'il commençait à avoir de l'influence. Et le cheikh avait catégoriquement refusé pour ne pas être complice de quoi que ce soit et apparaître en bon terme avec un tyran et qu'on l'affiche plus tard comme étant un ami du roi qui a fait des concessions sur sa religion. On voit alors combien cette réaction est noble et n'a rien à voir avec la vision des autres savants du palais, ulama sultan, qui s'inclinent et parfois se prosternent au roi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous amène directement vers la dernière partie de la vidéo où on a absolument besoin d'observer et de prendre en exemple la saine relation qu'entretenaient les véritables savants avec le pouvoir pour comprendre comment ces gens pieux avaient compris l'islam. Parce que des versets du Coran et des hadiths qui poussent les savants à dire la vérité et dénoncer l'injustice, c'est pas ce qui manque. Et on en a déjà cité plusieurs dans une précédente série sur le matérialisme. Et là, on a besoin de rectifier quelques compréhensions à travers des prises de position qui tracent la nette séparation entre les savants et le pouvoir injuste, ce qui permettra aux savants de garder dans un premier temps leur foi intacte et aussi leur indépendance dans la fatwa, l'émission des avis juridiques pour qu'elle soit conforme à l'islam et non à la passion du gouverneur qui lui va très souvent tirer les avis de son côté pour avoir ce qu'il arrange. Et on avait cité comment l'imam An-Nawawi avait été exilé par le gouverneur qui avait réclamé une fatwa sur mesure que plusieurs savants ont signé alors que l'imam An-Nawawi avait refusé. On avait aussi cité l'imam Aba Hanifa à qui le gouverneur lui a attribué un poste de juge, c'est-à-dire dans l'administration de l'État et qu'Aba Hanifa a refusé pour finir en prison et y décéder. Et on va citer maintenant d'autres positions qui montrent exactement comment les vrais savants se comportaient vis-à-vis du pouvoir. Alors, il est dit que lorsque Haroun al-Rachid, le pieux calife, était venu visiter Médine, il avait envoyé une personne à l'imam Malik et lui a demandé de transmettre à l'imam Malik « Viens et ramène ton livre que tu as écrit, que je puisse l'écouter de vive voix. » L'imam Malik a répondu à cette personne « Passe-lui le salam et dis-lui « La science se fait visiter et ce n'est pas la science qui visite. » Sous-entendu, c'est au calife de se déplacer et non à l'imam Malik. Et là, c'est une désobéissance claire et nette alors que le gouverneur n'a rien demandé d'illicite. Et on rapporte aussi que l'imam Malik, pour une seule fatwa qui concerne le divorce, avait contredit l'avis du gouverneur et l'imam Malik s'était fait fouetter et il a assumé son avis jusqu'au bout.
La même chose du côté d'Al-Bukhari, où le gouverneur de la ville avait invité l'imam à se déplacer vers lui pour lui lire son livre, et l'imam Al-Bukhari lui a répondu « Je ne rabaisse pas la science et je ne viens pas aux portes des sultans. Si tu as besoin de quelque chose du livre, tu peux te présenter à ma mosquée ou chez moi. » Al-Bukhari rapporte aussi qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait dit « L'homme entre chez le sultan avec sa religion et quand il sort, il n'a plus rien. » Al-Ahnaf avait dit « J'ai veillé toute la nuit à chercher un petit mot à dire au sultan pour avoir sa satisfaction, sans mettre en colère mon Seigneur, et je n'ai pas trouvé. » On continue avec Maïmoun ibn Mahran qui avait dit « La tadkhul ala sultan wa in qulta amuruhu bi ta'atillah. » N'entre même pas chez un sultan, même si tu comptais lui demander d'obéir à Allah. Sufyan al-Thawri, et dans une version, c'est Hamad ibn Salama, qui a dit à un homme, si un émir te demande de lui réciter le verset du Coran, Qul huwallahu ahad, n'y va pas. Al-Fudayl ibn Iyad disait, prenez garde des portes du sultan, car ils enlèvent les bienfaits d'Allah. Sufyan al-Thawri a dit, prends garde des portes du sultan, et des portes de ceux qui vantent à leurs portes, et des portes de ceux qui suivent les passions des sultans. Et ensuite, il dit à propos des personnes qui entretiennent des liens avec les gouverneurs, si l'un d'entre eux venait vers toi, tire-lui la tête et ne lui donne aucune importance. Sinon, ils vont croire qu'ils sont dans la vérité et tu seras parmi ceux qui les ont aidés, sachant qu'ils finissent par salir tous ceux qu'ils fréquentent. Et à propos de la saleté, une personne était venue demander à l'imam Ahmad « Que penses-tu d'Ibrahim ibn al-Harawi ?» L'imam Ahmad a répondu « Il est sale. » Et cette personne lui a demandé pourquoi et il a répondu « Celui qui fréquente les juges et les gouverneurs est sale. » Et Wahib ibn al-Ward rapporte que les savants sont de 3 catégories. Il y a le savant qui étudie pour les sultans et le savant qui étudie pour devenir plus riche que les commerçants et le savant qui étudie pour lui-même. Et on voit comment déjà à l'époque, les gens n'étaient pas dupes et que l'apparence du cheikh, les beaux habits, le turban, la barbe et le charisme ne faisaient pas du tout tomber dans le panneau les doués d'intelligence. Sufyan al-Thawri aussi a dit Ma zala al-ilmu azizan hatta humila ila abwab al-muluk fa akhadhu alayhi ajra fa naza'a Allahu al-halawata min qulubihim wa mana'ahum al-ilma bih. La science était noble et avait sa valeur jusqu'à ce qu'on la ramène aux portes des rois. Et ils en ont pris une contrepartie, c'est-à-dire les savants, et Allah a retiré la douceur de leur cœur et les a privés de la science. Voilà quelques exemples de savants et on pourrait continuer longtemps, mais on va s'arrêter avec l'imam As-Suyuti qui était d'ailleurs Ash'ari contrairement à Sufyan al-Thawri, al-Bukhari, al-Fudayl ibn Iyad qui eux étaient sur la croyance authentique. Et l'imam As-Suyuti fait un commentaire dans son livre juste après avoir cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitent à ne pas fréquenter les sultans et les émirs en disant la majorité des pieux prédécesseurs à Salaf et les pieux des générations d'après sont d'avis que ces hadiths et paroles, al-athar, sont valables en toutes circonstances ala itlaqiha, que ce soit lorsqu'on l'invite à venir vers eux, c'est-à-dire le savant qui est invité par les sultans ou pas, ou encore pour un intérêt général d'ordre religieux, maslaha diniya ou autre. Donc à Suyuti, la majorité des salafs et ceux d'après sont d'avis que le savant n'a même pas le droit d'entretenir une quelconque liaison avec un gouverneur, même s'il y a un véritable intérêt pour la communauté. Donc voilà des références scientifiques assez explicites qui sont censées nous aiguiller un minimum et nous donner une idée de leur compréhension et pratique de l'islam qui n'a rien à voir avec les shuyukh et imams de ce mouvement qui entretiennent des relations plus que douteuses avec les gouvernements et qui cherchent absolument à leur plaire, ce qu'on verra plus en détail dans le 3e épisode. Et d'ailleurs, ces savants qu'on a cités, eux, se comportaient ainsi avec des gouverneurs musulmans. On n'imagine même pas comment ils auraient procédé avec des gouverneurs non musulmans parce qu'à l'époque, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'était quelque chose d'inimaginable. Après, il y a toujours un extrême et un autre. On n'est pas en train de dire qu'il faille couper toute communication positive et constructive avec l'État, les institutions, les concitoyens non musulmans et s'enfermer dans une bulle. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Le musulman a une personnalité de nature communicative en tout temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il faut retenir et ce dont il faudrait inviter les responsables des musulmans, c'est d'apprendre à garder une parfaite indépendance vis-à-vis de l'État et à ne pas se soumettre au point de faire des concessions sur sa religion, diviser la communauté et travailler d'autres intérêts que les nôtres. Et quand on veut, on peut, parce qu'en réalité, il y a toujours une solution. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt, Inch'Allah.